Bonjour à tous, dans la vidéo précédente on a vu que le meilleur moyen de casser l'ordre existant pour en reconstruire un façon meilleure des mondes, c'est la guerre, tabula rasa. Dans cette vidéo on va voir que la finance apatride a financé tous les belligérants. Je vais m'appuyer sur un seul auteur, Anthony Sutton, il y en a beaucoup d'autres bien sûr, mais un seul suffira. Qui est-il? Le professeur Anthony Cyril Sutton, 1925-2002, économiste et historien, professeur entre 68 et 73 à l'université Stanford en Californie, était maître de recherche associé au Hoover Institute. Il a vu sa carrière brisée à cause de son travail de recherche académique remontant la trace de l'argent, archives déclassifiées en main. Ce sont, si vous voulez, des sortes de Wikileaks 50 ans après les faits. Il trouva un éditeur courageux, une fois n'est pas coutume, qui publia ses livres, Wall Street and the Bolshevik Revolution en 1974, ensuite Wall Street and the Rise of Hitler, et puis Wall Street and Franklin Delano Roosevelt en 1976. Le professeur Sutton a fait une seule interview en 80 que vous pouvez voir sur YouTube. Et il était blacklisté donc par les médias dits libres, comme Maurice Allais, pour la création monétaire, qui se plaignait d'être un prix Nobel téléspectateur. Lui, comme beaucoup d'autres, sont qualifiés de complotistes ou de révisionnistes pour avoir fait consciencieusement leur travail de recherche, archives déclassifiées en main, épluchant des milliers de câbles diplomatiques et mille autres contenus, comme les dossiers du département d'État, des archives personnelles des personnages clés de Wall Street ou des biographies. Sutton n'est pas complotiste ni révisionniste, ça c'est l'anathème des propagandistes. Au contraire, Sutton est anti-propagandiste et correctionniste. Son travail extrêmement consistant est inattaquable sur le fond. Alors les larbins qui larbinent, au lieu de l'attaquer directement, n'en parlent tout simplement pas ou le catégorisent avec le sobriquet de conspirationniste qui permet une classification verticale. Alors vous comprenez, cette racaille obséquieuse, comme disait le philosophe Murray Rothbard, appelle conspirative l'histoire qui n'est pas rédigée par l'autorité étatique officielle. Alors ça nous fait une belle jambe, par exemple, pour comprendre la Gaule, si on considérait que tout écrit autre que la guerre des Gaules est un faux. Alors venons-en aux faits. Le financement du chaos. Sutton a prouvé, documents historiques et archives déclassifiées à l'appui, comme des sortes de pré-Wikileaks, mais 50 ans après les faits, que la finance apatride a financé toutes les révolutions de l'époque. Le professeur Sutton montre notamment comment la finance anglo-saxonne a financé la révolution bolchevique pour casser la Russie tsariste, établir ses monopoles sur ce pays, avec comme optique de faire supporter par les révolutionnaires les dettes tsaristes et les dettes de guerre, et que ces révolutionnaires, incapables de rembourser, livreraient la Russie en concession et serviraient simplement à exporter leur modèle révolutionnaire de déstabilisation des régimes politiques hostiles comme en Allemagne. Ce bolchevisme version trotskiste visait à exporter la révolution sans chercher à consolider aucunement la Russie, pour pouvoir exploiter commercialement le Heartland dont j'ai parlé dans l'épisode 2 de façon totalement sécurisée parce que gérée dans le cadre d'activités monopolistiques. Bref, la finance apatride a financé les tsaristes, la guerre russo-japonaise ainsi que la révolution de 1905 dont j'ai parlé. Elle a financé aussi, soit dit en passant, la révolution qui a séparé le Panama de la Colombie. Elle a financé la révolution guatémaltèque pour garder le monopole de l'import-export confié à une entreprise américaine dirigée par les frères Dulles, dont l'un était patron de la CIA. Elle a financé la révolution mexicaine et à ce titre le gouvernement de Carranza a signé des contrats d'armement avec l'American Gun Company. Bref, elle a financé également la révolution de Sonny Hudson, obtenant de lui des concessions sur les chemins de fer, la banque et les affaires dans la nouvelle Chine révolutionnaire au profit du consortium Hill dont je reparlerai. Elle a financé aussi les tsaristes, les généraux rebelles et les révolutionnaires de 1917. Elle a financé l'ambassade soviétique à Wall Street et la peur d'une invasion communiste à New York. Elle a financé l'exportation de la révolution en Europe, notamment en France ou en Allemagne. Elle a financé des régimes réactionnaires au communisme. Elle a financé notamment Mussolini, Franco et Hitler. Elle a financé les efforts de guerre contre les totalitarismes qu'elle a créés. Elle a financé les reconstructions également d'après-guerre. La finance apatride a ainsi réussi à accomplir ces trois objectifs dont je vous parlais dans la vidéo précédente, constituer des monopoles, capter l'essentiel de l'or mondial et faire des États-Unis les sauveurs superpuissants capables d'imposer leur volonté et leur dollar argent dette au monde entier.
Elle a atteint ses objectifs, mais non pas, comme on pourrait penser, de manière linéaire, puisque le premier monstre qu'elle a créé, le communisme, s'est retourné contre elle en 1922 et en 1928, l'obligeant à financer pendant cette période un second monstre, le nazisme, de manière light, entre 22 et 28, et puis de façon colossale à partir de 1928, lorsque Staline a écarté Trotsky, mais ce second monstre, le nazisme, à qui elle avait donné non pas le mobile qu'il possédait déjà, c'est pour ça qu'on avait choisi sa haine du bolchevique, mais elle lui a donné les moyens financiers, économiques, industriels, et les opportunités militaires, politiques et territoriales, rien que ça. Pour ceux qui seraient mentalement inaptes à comprendre ces vérités, vous pourrez citer De Gaulle. Le Reich, une fois vaincu, on avait vu les Américains refuser à la France les garanties de sécurité qu'ils lui avaient formellement promises, et exercer sur elle une pression obstinée pour qu'elle renonce aux gages qu'elle détenait et aux réparations qui lui étaient dues, enfin fournir à l'Allemagne toute l'aide nécessaire au redressement de sa puissance. Le résultat, dis-je, ce fut Hitler. Ensuite, ce second monstre, comme le premier, s'est détourné du plan anglo-saxon en 1939, comme on verra. Mais après moultes initiatives anglo-saxonnes en sous-main aboutissant en mai 41, Hitler a finalement eu l'assurance, par Rudolf Hess, qu'il pouvait attaquer l'URSS, permettant sur la fin de la guerre, traînée à souhait en longueur, que les États-Unis arrivent en sauveur. Mais l'URSS n'était pas vaincue pour autant, et c'est pourquoi les anglo-saxons passèrent de l'idée de contrôle du Heartland, j'ai déjà parlé, à celle du contrôle de Rhineland, comme j'expliquerai dans une prochaine vidéo, où on parlera de la construction européenne et de l'OTAN comme instrument de domination géopolitique américain, notamment. Voilà donc les points que je vais développer un à un avec les preuves apportées sur un plateau d'argent par Sutton, pour ne citer volontairement que lui, même si les auteurs abondent, parce que son analyse est incontestable en termes de preuves et très consistante intellectuellement, même si au final il n'avait pas une vue totalement globale de l'affaire. Alors d'abord, vous pourriez vous dire, mais pourquoi des capitalistes ultralibéraux financeraient des communistes ? Bonne question. Alors voici un bon début d'explication, énoncé par Sutton. Tant que le lecteur regarde l'histoire du monde en des termes marxistes du conflit entre le capitalisme et le communisme, on pourrait dire dans le prolongement du clivage gauche-droite, alors les objectifs d'une telle alliance entre la finance internationale et la révolution internationale demeurent élusifs. Ces hommes voulaient des marchés, de préférence des marchés internationaux captifs, et un monopole du marché captif planétaire comme but ultime. Ils voulaient des marchés qui pourraient être exploités de manière monopolistique, sans peur de la concurrence de la part des Russes, des Allemands ou de quiconque d'autre. Se pourrait-il donc que le capitalisme soit la thèse, le communisme l'antithèse, et l'objectif des groupes révolutionnaires et de leurs souteneurs et financiers être une synthétisation de ces deux systèmes en un système mondial non encore décrit, aujourd'hui connu sous le nom de nouvel ordre mondial que n'importe quel crétin de président répète à satiété. Ainsi, rajoutait-il, un emballage conceptuel alternatif des politiques et des systèmes politico-économiques serait de classifier le degré de liberté individuelle contre le degré de contrôle politique centralisé. Sous une telle classification, l'État-providence industriel et le socialisme sont du même côté du spectre politique. Alors c'est exactement l'analyse que je menais avant de le connaître, dont j'ai déjà parlé et que je résume ainsi en mettant en avant également la conception du droit de propriété, ce qui est fondamental pour avoir une bonne compréhension. Avec ce tableau que vous voyez, vous avez la seule vraie et claire grille de lecture des idées politiques existantes, encore que je n'ai pas tout mis pour plus de clarté, mais ça viendra. Vous voyez que le communisme, qui vise l'abolition de la propriété privée des moyens de production, et le capitalisme financier, qui postule son absolutisation, ne sont pas antinomiques en ce qu'ils s'accommodent très bien dans un premier temps d'un État minimaliste, voire d'un zéro-État, mais qu'ils conduisent tous deux, en fait, à une dictature supranationale totalitairement monopolistique. Et dans le prochain épisode, on verra les faits les plus saillants prouvés par Sutton concernant notamment le soutien financier apporté par les anglo-saxons, et derrière eux la finance apatride, à la fois aux tsaristes, aux révolutionnaires, aux généraux rebelles en Russie, au détriment des vrais libertaires qui voulaient une société plus juste et moins corrompue, parce que le régime tsariste était vraiment corrompu. Cette configuration, on verra, est toujours actuelle, soit dit en passant. Merci de votre écoute et à bientôt.